Freddy Della est avec nous et nous allons parler de sa vie à travers un livre. Voilà, le voilà, donc de Bouira à Blaincourt au fil de la Seine. Ben oui, ça part du fil de la Seine, enfin la scène musicale, en fait, c'est ça. Je suis parti de Bouira, qui est en Grande Kabylie, la plus haute montagne d'Algérie, qui s'appelle le Djurdjura. Alors il y a 81 ans. Bon, il y a 81 ans, voilà. Avant ça, j'étais à Alger, avant d'être à Bouira. Et comme mon père était dans la police, il avait été nommé à Bouira. Et j'y suis arrivé là-bas lorsque j'avais 5 ans. 5-6 ans. Et j'y suis parti à l'indépendance le 12 août 1962. Direction la Normandie, Rouen. Je vous laisse deviner. Le choc. Le choc, voilà. Alors, on va parler musique quand même, parce que la scène, elle a commencé là-bas, elle a commencé à Bouira ou à Alger. Alors, la scène, elle a commencé à Alger. D'où la photo, il y a une petite photo, là, elle est là. Et donc, comme je vous disais, mon père était assez gradé dans la police et il y avait eu un concert au gouvernement général d'Alger. Mon père m'avait amené avec lui, tout fier, et il m'avait amené à ce dîner-concert avec mon harmonica, bien entendu. Et il m'avait dit, va jouer avec les messieurs là-bas. Voilà. Et donc, j'étais intervenu avec l'orchestre. Et puis à cette époque, je jouais quelques valses comme Montagne d'Italie, enfin, des trucs comme ça. C'était déjà l'harmonica. C'était l'harmonica, puisque l'harmonica, j'y suis arrivé incidemment, c'est-à-dire que mon frère, qui était beaucoup plus âgé que moi, avait un harmonica. Il mettait ça dans le tiroir du buffet de la salle à manger. Mais il s'en servait jamais. Et puis moi, quand il partait, je montais sur le buffet, je tirais le tiroir, je prenais l'harmonica, je soufflais dedans et je le remettais en place. Jusqu'au moment où ils en sont aperçus et ils m'ont acheté mon premier harmonica à Noël, celui qui est en photo d'ailleurs. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer un petit peu d'harmonica. Puis après, je suis passé vers l'âge de 12 ans et il y avait un orchestre militaire, des soldats du contingent avec des gars du cru, qui avaient formé un orchestre. C'était l'époque, c'était le mambo cha-cha, c'était les époques avant le twist. Et moi, tous les dimanches matins, j'allais, ils faisaient une répétition tous les dimanches, j'y allais. Et puis voilà, ils jouaient, puis quand c'était fini, ils disaient, bon, laisse jouer le gosse. Et j'ai commencé à tambouriner sur la batterie. C'est devenu mon instrument par la suite. Puis le retour donc en France, en Normandie. Et puis la musique, l'harmonica et la batterie, voilà. toujours bien présentes. Toujours, oui, retour déjà en Normandie, où j'ai connu, bien entendu... oui, c'est les rencontres, là. Les rencontres, mes amis, c'est marqué dans le bouquin. Oui. Notamment un monsieur qui est devenu célèbre, qui était un de mes grands amis, presque mon frère, mon petit frère. C'était M. Franck Langolf qui avait fait Vanessa Paradis, etc., etc., etc. On avait formé le groupe des Vikings. Les Vikings, c'était en fait 4 pieds noirs. Hein. Ce qui est drôle d'ailleurs. Et donc, dont le soliste qui est toujours existant, avec lequel on communique de temps en temps, le guitariste soliste qui s'appelle Luis Santiago, qui est d'origine gitane. À l'époque, on faisait du style shadow, mais façon pied noir. Mais comme on était les seuls à chanter, parce que lui chantait en espagnol, on était déjà en avance, on chantait la bamba et compagnie, alors on foutait le feu, forcément. On faisait les belles nuits à Rouen, sur le quai de la Seine, de Rouen, là-bas, il y avait deux endroits où il y avait la bourse et le commerce. Mais est-ce que en Algérie, tu as connu les bases américaines? J'étais en fait élevé pratiquement dans l'armée parce que Bouira, c'est une plaque tournante. Bouira, c'est le Djurdjura, c'est la Grande Kabylie, c'est là où se passaient toutes les opérations. Et la musique, elle venait d'où finalement? Elle venait de France, elle venait des États-Unis, la musique, c'était un petit peu... Déjà, les Pieds Noirs, ils sont très hispaniques. Donc il y avait beaucoup de mambo, cha-cha et tout ça. Et puis après est arrivé forcément l'Amérique automatiquement, avec le rock'n'roll, Elvis Presley, et puis tout ce qui était avant même. Bon, d'abord les bases américaines, il y avait des bases américaines. Et puis les Français, ils jouaient aussi du jazz,
Donc c'était l'époque du jazz, il y avait Armstrong, il y avait Sidney Bechet. En plus, après, c'était le typique. Et après le typique, ça a commencé le twist. Donc automatiquement, le twist, les Shadows, j'écoutais beaucoup de Shadows, c'était... Hein, et je me rappelle tout le temps, on écoutait Shadows, c'était magnifique. Et puis un beau matin, j'ai un copain, moi je m'en rappellerai tout le temps, il arrive, il dit oh là là, j'ai vu un des mecs, un orchestre, un groupe, ils ont des cheveux longs, parce qu'à cette époque, ils n'étaient pas plus longs que ça, mais plus longs que nous, quoi. C'est-à-dire que c'était les Beatles, quoi. Alors qu'ils avaient détrôné les Shadows, c'est les Beatles. Et ça a commencé comme ça. C'était quand même l'époque aussi des groupes éphémères. Il y avait des groupes qui duraient 1 an, 6 mois, 2 ans. Certains ont perduré, mais très peu. Il y a eu les chats sauvages, les chaussettes. Voilà. C'était toute cette grande époque. Voilà. Hein. Alors comment les Vikings se sont placés dans cette histoire? Nous, on s'est placés, on était tranquille au milieu. On allait un petit peu partout jouer à Paris. On a fait beaucoup de salles. On a fait la Locomotive, par exemple, avec une référence qu'on savait pas que c'était une référence. Parce que notre impresario, lui, c'est un gars qui avait fait l'Indochine, il était un peu... Hein, il en voulait, quoi. Et un jour, il nous dit, vous allez jouer à la Locomotive, il y a un groupe qui passe là, qui s'appelle les Kings. Voilà, c'est un groupe, vous allez jouer avant eux, parce que c'est des Anglais, c'est les Kings. Bon. Puis nous voilà partis à la Locomotive, puis nous on jouait nos salades, là. Et puis les autres ils sont arrivés, ils jouaient. C'était bien parce que le son c'est pas pareil, quoi. Il y avait les chanteurs, là, ça, bon, enfin, il y a eu d'autres groupes, des Downbeats aussi, les Anglais qui venaient jouer à Rouen surtout. C'était cette époque-là. Et donc, Freddy Della, il décide de se dire, je vais faire une carrière dans la musique, et puis en même temps m'assurer un peu quand même à côté un casse-croûte. Et ben voilà, bon, moi j'ai trouvé un je voulais faire que de la musique, je voulais faire ça vraiment de la musique, mais pour faire de la musique, il faut avoir le temps. Et j'ai trouvé un boulot où j'étais libre de travailler comme je voulais. Il fallait que j'ai des résultats, c'est tout, mais j'étais libre de travailler comme je voulais. J'étais acheteur d'espace à l'époque. Quand il y avait les grands panneaux, les 4x3, tout ça, j'allais chercher des emplacements, et puis après j'allais jouer de la musique. Alors on va parler des rencontres maintenant, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Bon, on va parler de Frank Langolf, oui. On peut parler des Gibson, avant qu'ils ne s'appellent les Gibson Brothers. Ça c'est la famille Francfort, ils s'appellent Francfort. Hein. Et ils habitaient à côté du BHV, à Paris. Ils étaient les trois dans un petit appartement, les trois frangins. Et j'avais reformé le groupe Viking, que j'habitais à Villiers-le-Bel à cette époque-là. Et j'ai cherché, et j'ai commencé à aller à Paris pour chercher un clavier, etc. Puis j'ai trouvé un jour, une annonce un peu... Il y avait qu'une écriture de gamin, clavier, machin, il n'y avait pas de téléphone. À Sarcelles, au 5e étage. Bon. Un jour, je me suis dit, je vais y aller à Sarcelles. J'étais à Sarcelles, 5e étage, je monte, je tape à la porte, il y a un mec qui sort avec une barbe. Tout le prénom, après, on est l'ours, c'est un breton. Et donc, je dis, écoute, je vais faire un orchestre. Il me dit, on est combien? Je dis, on est 2 si tu viens. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai rencontré, il y avait 2 frangins qui jouaient du sax. Les frères Aouzi. Il m'a dit, moi je connais un chanteur, c'était Christian Francfort. Il est venu chanter. Il a ramené son frère Alex au clavier aussi, 2 claviers. Patrick le batteur, on joue des fois à 2 batteurs. Et on a fait le Viking 2, on a fait des concerts mémorables. Alors qu'il chantait tous les Johnny Hallyday, Christian, il se déguisait, j'ai des photos de tout ça. C'est Vanguard qui les a pris sous sa coupe, et puis c'est devenu Gibson Brothers, quoi. Mais on est resté toujours très copains, très proches, puisque à mon anniversaire, j'ai donné un coup de téléphone et il est venu. Enfin, les rencontres, on les découvrira bien évidemment au fur et à mesure de la lecture du livre. Et puis il y a un coup de fil un jour, alors ça c'est un peu grâce à Frank Langolf. Freddy, je suis en train de faire quelque chose avec Vanessa Paradis, est-ce que tu peux venir faire un tour avec ton armeau? Je fais un album pour Vanessa, bon, il y a un titre qui s'appelle Mosquito, il faut que tu viennes jouer dessus. Je me suis pointé au studio d'Avou, énorme, forcément. J'ai envoyé la soudure, voilà, c'était fabuleux.
est-ce qu'il en est resté dans le disque? Le mixage, c'est devenu un moustique. L'harmonica, c'est devenu... Alors, il y a un grand titre, un titre important, qui était un peu un tournant aussi, c'est Les Belles Mamoto. Ah oui, en fait, je me promenais, effectivement, c'est le texte de la chanson. Et je me baladais tranquillement, et puis je vois un mec assis sur un banc public qui avait sa moto, la Harley comme ils font, et en passant, je vois le mec, il était là, admiratif. Et dans ma tête, je me dis, putain, lui, il est en train de se dire, elle est belle ma moto. Hein. Et effectivement, il y a deux mecs qui passent, hein. Et l'autre, il dit, putain, elle est belle sa moto. Bon, je suis rentré à la maison, et puis j'ai écrit assis sur un banc public. Et je regarde ma moto, elle est belle ma moto. Je me la suis payée tout seul à la banque. Hein. Je suis parti comme ça. Et puis, tout d'un coup, il y avait à cette époque, il y avait une radio cartonnée dans la country, c'était Music Box. Music Box, c'était la radio de Daniel Gérard. Et cette radio, elle émettait, et tout le monde écoutait ça, tous les gens qui écoutaient la country, tout ça, ils écoutaient toute cette radio-là, 92.8, c'était, je me rappelle. Et puis, la chanson « Elle est belle ma moto », elle est arrivée à la radio. Et puis Quentin qui était un présentateur, qui est toujours été présentateur des émissions, ils l'ont boosté cette chanson. Et je l'entendais des fois 9 fois par jour à la radio. Là, elle est belle ma moto. On a été... Daniel Gérard a donné un sacré coup de main pour ce titre-là. Il a été boosté par cette radio un maximum, et c'est grâce à Music Box si les gens ont connu les Belles Mamoto, alors ça aurait pu être plus connu encore, parce que ça continue, c'est ça. L'histoire, c'est que cette chanson, elle n'a pas de fin. Tous les nouveaux, des fois, ils découvrent cette chanson, quoi. Ce livre retrace toute cette aventure musicale, l'histoire d'un homme qui a une passion dans la vie, la musique, la batterie, l'harmonica, et puis toujours sur scène à plus de 80 ballets maintenant. Oui, ça, moi j'adore la scène, donc tant que je peux le faire, je le fais, puis voilà, j'aime bien moi je fais beaucoup de one-man show, j'aimerais bien mieux jouer avec le groupe, mais ça demande tout de suite forcément des moyens. Les gens, surtout maintenant, il n'y a pas de moyens, donc on fait ce qu'on peut. Alors le groupe, on va se situer rapidement, mais il y a... Le groupe, c'est des anciens, des potes à moi qui sont... Voilà. C'est des mecs, des sacrés musicaux. Dans le groupe, il y avait toujours deux guitaristes. Il y a Dominique Garriot, qui est connu, qui habite en Normandie. Jean-Pierre Chiche, qui est hyper connu aussi. Donc, ils se complétaient tous les deux. Il y en a qui, un il jouait l'acoustique, l'électroacoustique, l'autre il jouait l'électrique. Voilà, ils se baladaient. Et puis bon, il y a Conchou aussi, la Conche, connue comme le Loup Blanc, qui était à la basse. Il y a notre regretté Fred Kolinski, qui était à la batterie. Voilà, et puis il y a le frangin, il y a Christian Chiva. Alors ça c'est autre chose, ça c'est encore autre chose. Lui il est à Mulhouse, c'est un chanteur exceptionnel. Pied noir aussi. C'est un mec qui a un pied noir. C'est un garçon qui a fait le métier depuis. Il chante comme un fou, il chante en italien, en espagnol, en anglais, mais vachement bien, c'est un vrai de vrai. Avec qui on a travaillé, on a fait le Della Sheva Brothers, où on a fait la Jaga Gégé, elle est belle la Jaga Gégé, on a commencé par là. Et puis là, on vient de faire un titre, je pense, c'est le dernier titre qu'on vient de faire, je pense qu'il va cartonner. Ça s'appelle simplement « On est bien chez nous ». Rappelez-vous de ça, « On est bien chez nous ». Voilà, donc on est bien avec Freddy Della, on pourrait rester encore bien longtemps comme ça. Moi je vous invite d'abord à l'écouter, à aller le voir en concert, suivez sur les réseaux, Facebook, etc. et sur son site. On va faire un concert, je te coupe là, en même temps j'en profite toi pour faire de la pub. Je fais un concert le 6 mars à Eldon-Papa, c'est un petit cabaret qui se trouve à Blaincourt-les-Précis, à côté de Précis-sur-Oise. Et là, nous allons faire un truc avec mon copain. Une légende. Une légende, une grande légende de Main Blues. Et nous sommes tous les deux, c'est-à-dire, il va faire son show, je vais faire le mien, mais il va faire son show surtout.
et vous pourrez danser avec Guigon, c'est fabuleux. Merci Freddy, et puis voilà, je vous invite tous à découvrir le livre de Freddy pour bien mieux connaître le personnage et puis en même temps l'écouter. Assis sur un banc